Bienvenue tout le monde. Alors nous allons reparler du Vietnam. Ça va être la deuxième partie et il faudra aussi une troisième partie parce que c'est un pays tellement fabuleux, tellement riche en paysages, en mode de vie, en histoire que même les trois parties ne seront pas suffisants et j'invite tout le monde à approfondir et aller à découvrir sur comment dirais-je, des supports informatiques ou dans des bibliothèques. Voilà, ceci étant dit, j'ai oublié pour la première partie de parler des conseils pratiques, donc je vais le faire. J'ai oublié une aparté aussi, puisque nous étions présents en 94 lorsque la signature de Coca-Cola a été faite par Henry Kissinger, que la firme de Coca-Cola est allé chercher à retirer de sa retraite, puisque c'était l'ancien ministre des Affaires étrangères de Richard Nixon et qui avait couvert une bonne partie de la guerre du Vietnam. Et ils sont allés le chercher pour traiter ces opérations commerciales, puisque le conflit durait toujours, était latent, bien qu'il ne soit plus un conflit chaud, comme l'on dit, mais c'était un conflit froid, notamment avec le souci des prisonniers américains. Les États-Unis disaient qu'ils avaient encore des prisonniers, les Vietnamiens disaient qu'ils avaient tous relâchés. Bon, voilà, ils sont arrivés à un accord. Coca-Cola a mis la pression, et il faut dire qu'il y avait rien d'américain sur place, si ce n'est les dollars. Et lorsque ces accords, nous étions à Saigon, ont été signés, les bateaux de Coca-Cola attendaient au large des eaux territoriales. Et en l'espace d'une semaine, il y avait du Coca-Cola partout, dans tout le Vietnam. C'était une prouesse parce que les routes dataient, elles étaient entretenues, hein, mais elles dataient de la colonisation française. Et voilà, on s'est retrouvé avec du Coca-Cola partout. Alors, ça a un effet bénéfique. Je fais pas de publicité, j'ai pas d'action chez Coca, mais ça accompagne bien le voyageur parce que pour les gastro-entérites, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà, si déjà vous êtes mal, vous n'avez plus rien qui passe, vous arrivez avec du Coca déjà à vous nourrir et à vous hydrater. Voilà pour ce qui me fait un lien en parlant de gastro et de maladie avec les conseils pratiques. Alors, pour les conseils pratiques, il faut un passeport, bien entendu, avec une validité jusqu'à 6 mois avant la date de péremption. C'est-à-dire que si vous avez votre passeport qui va être périmé dans 4 mois, vous pourrez pas rentrer. Voilà, il faut que votre date corresponde à 6 mois avant la fin de avant la date d'expiration de votre passeport. Vous avez aussi le visa, mais le visa, c'est pour les personnes qui veulent rester plus de 15 jours, puisque les Français, vous savez qu'on fait partie des 5 pays du monde qui avons le droit de visiter le plus de pays, hein. Je crois que nous ne sommes que 5, il doit y avoir les Suisses dedans. Même les Américains ont moins d'opportunités. Un Américain ne peut pas aller au Venezuela, ou ne peut pas aller à Cuba, ou enfin, peut-être maintenant, mais je pense que ça va pas être depuis très longtemps. Pour le passeport, voilà, sans visa, 15 jours. Ensuite, pour la maladie, les vaccins, alors, conseiller hépatite A, typhoïde et encéphalite japonaise. Alors, pour l'hépatite A, c'est pas quand même très grave l'hépatite A. Ça peut s'éviter en ne mangeant pas les crudités. Alors, c'est dommage parce que la cuisine vietnamienne a beaucoup de crudités, se complète, enfin, ça se marie bien. Voilà. Pensez quand tout le monde a dû manger des nems, vous avez vu, il y a toujours de la salade et des feuilles de menthe. Et là-bas, il y a beaucoup d'autres herbes qui accompagnent et ça peut être sympathique. Donc vous pouvez faire une chose, demander à votre médecin qui vous prescrive du permanganate de potassium. Je crois que c'est ça, le potassium, magnésium, enfin bon, il saura. Et vous pouvez saupoudrer tout ça, vos salades avec ça. Vous avez donc le vaccin pour la typhoïde. Alors, vous allez l'attraper, la typhoïde. Non, vous n'allez pas l'attraper, mais si vous l'attrapez,
ça vous prémunit. C'est pas forcément que ça va vous empêcher à 100% de l'avoir, mais elle sera moins forte. Pas au Vietnam, je l'ai attrapé en étant vacciné. Ça a été costaud quand même. Donc je pense que le vaccin n'était pas très efficace. Mais vous prendrez aussi dans votre pharmacie en complément des antibiotiques spectre large. Et là, c'est plutôt de la famille des quinolones. Donc c'est ce qui s'appelle la ciprofloxacine. C'est très efficace contre la typhoïde. Encéphalite japonaise, bon ben là il y a le vaccin. On voit pas trop autre chose. Et dans votre pharmacie, vous allez prendre de l'aspirine, vous allez prendre des pansements, un désinfectant. Pas vraiment de l'alcool, mais vous voyez ce que je veux dire là, les trucs là, les produits désinfectants, liquides désinfectants. Il y en a un qui est très efficace, qui commence par un B. C'est pas la bétadine, voilà, c'est pas celui-là, c'est un autre. Et après, vous avez à prendre quelque chose pour les rhumes, parce que selon la période où vous allez y aller, c'est très froid et humide. Surtout que la meilleure période, on va dire, ça va être de novembre à avril, parce que les différents paysages, et comme c'est un pays qui est quand même étiré, c'est 3/4 de la France, mais il est très très long. Donc il y a vraiment, entre les altitudes, puisque le plus haut sommet est à 3000, entre le Nord Vietnam et Saigon, ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc les meilleures périodes vont être automne, hiver à peu près. Parce que bon, Saigon, si vous y allez au mois d'août, c'est même pas la peine. Et donc les rhumes aussi, pourquoi? Parce qu'il est clean. Alors voilà, vous pouvez vous geler à un endroit et puis après avoir très chaud ou vice versa, voilà. Donc nécessaire pour les rhumes. Bandage au cas où. C'est le truc de secours si vous vous blessez là, donc désinfectant, compresse. Antidiarrhéique, important. Donc vous prenez un antidiarrhéique contre les bactéries. Pas le petit anti-diarrhéique qui fait que quand vous avez la courante, parce que vous avez mangé des fruits, non. Celui-là, il est pas grave. Limite, vous mangerez du riz, ça va s'arrêter. Mais non, celle de la bactérie, parce qu'il y a des amibes là-bas. Donc, je sais, je connais, j'ai donné. Donc, là, il faut pas trop plaisanter avec ça. Donc, il y en a un qui est très très bon. Vous demandez l'antibactérique, l'antidiarrhéique, antibactérien. Et il tue aussi comment ça s'appelle? Il est efficace contre les parasites, parce que les parasites ne sont pas des bactéries, c'est déjà des trucs un peu évolués, quoi. Donc c'est toutes ces espèces de petits vers ou des petits trucs comme ça on va retrouver dans l'eau ou aussi dans les légumes mal lavés, voilà. Donc ça, celui-là, il faut le prendre. Donc, clou de girofle pour la digestion et mal de dents aussi. Parce que selon où vous allez être, ça va toujours. Bon, vous savez, les maux de dents, ça prend toujours un samedi ou dimanche. Et puis en général, quand on est loin de chez le dentiste, hein, voilà. Donc déjà, si vous avez sous la main un aspirine, à ne pas mettre sous la dent l'aspirine parce que ça va ronger, c'est acide. Vous mettez le clou de girofle, vous prenez un aspirine, ça vous permet. Et puis vous avez aussi sous la main comment ça s'appelle? Si vous avez un abcès, vous servez de l'antibiotique, voilà, et ça vous permet de patienter 24 heures, pas dans le confort, mais enfin déjà pas dans la souffrance. Puisque je vous parlerai, il faut que je m'en souvienne, du dentiste à Carouban. Voilà. Quand vous avez ce type de dentiste sous la main, vous vous demandez pourquoi vous avez voyagé. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais à dire? Ah oui, anti-moustique, crème solaire. Bon, les gens appellent pharmacie sans frontières. Hein. Je parle beaucoup plus de choses que ça parce que au moins je suis sûr que ça va pas m'arriver. Parce que si on oublie quelque chose, c'est ce que l'on a oublié qui arrive, quoi. Mais enfin bon, les trucs principaux, ça va être tout ce qui est digestion et éventuellement rhume. Bon, après le reste, ça va. On a fait à peu près 90% du truc, quoi. Puis bon, nous, à l'époque, il n'y avait rien. Hein. Donc là, maintenant, c'est quand même bien évolué. Donc, on arrive sur Hanoï on avait pris le vol, alors je me rappelle plus, c'était comment ça s'appelle, la Philippine Airlines. Alors je confonds avec le premier voyage. Alors je pense non, que c'était celui-là. Je sais qu'on a fait un vol
avec la Philippine Airlines, on avait rencontré un personnage iconoclaste dans l'avion qui avait une femme aux Philippines et il faisait 6 mois aux Philippines et 6 mois en France. Mais il avait un guest house à Marseille et il avait fait un éclat de voix avec l'hôtesse, avec la bonne femme à côté de lui parce que lui il voulait dormir dans le couloir. L'hôtesse lui disait que c'était interdit. Bon, voilà. Et un personnage original et haut en couleur aussi. Et puis on a fait aussi on avait pris un vol avec Alitalia puisqu'on avait été surclassé parce que voilà il y avait un surbooking et on avait fait un voyage de rêve. Alors je me rappelle plus lequel des deux, si c'était au premier ou au second. Et lorsque nous arrivons à Hanoï, donc pareil que la première fois, mais là on était déjà plus avisé, donc on avait vraiment été ferme, c'est moins embêté avec le taxi. La nuit, on arrive dans un hôtel qui était un peu mieux que la première fois. Bon, c'était un peu renseigné. L'hôtel était tenu par un Français avec une épouse charmante qui prenait soin de nous. Enfin, vraiment, je sais plus si cette personne est toujours vivante parce que bon, ça fait un bail. Et déjà, il commençait un petit peu à avancer en âge. Et j'ai regardé là, il y a pas longtemps, là, sur Internet, voir si son hôtel-restaurant apparaissait. Je le vois plus. Et de toute façon, il a sûrement revendu parce qu'il est peut-être plus en forme pour le faire. Quoique, une année, on était parti au Laos et on avait rencontré un personnage corse qui s'appelait Pantalacci, je peux le dire, parce qu'il était marqué dans les guides et il avait plus de 80 ans. Il avait eu 15 épouses, et les enfants, il ne se rappelait plus les noms tellement il en avait. Bon, il avait toujours son resto, quoi. C'était assez, c'est fabuleux. Le type, il avait connu toute la colonisation, il était resté, il avait connu toutes les guerres du Vietnam, du Cambodge et tout, et il était toujours là, quoi. Il avait survécu à tout. Donc c'est assez original. Bon, donc Hanoï, on revoit deux trois trucs que l'on connaissait, et puis on se met en recherche pour faire comment ça s'appelle, prendre une réservation pour aller visiter Oahu. Oahu, c'est la baie d'Along terrestre. Alors, c'est magnifique, cet endroit. J'y suis retourné 2 ans après, j'ai moins aimé, hein, parce que c'était devenu très touristique. C'est dans la zone touristique, la zone s'appelle Trang An. Et c'est très très beau tout autour aussi. Alors le matin, quand vous arrivez sur cette zone, le guide vous amène au sommet d'une colline mais assez escarpée. Et puis là, devant vous s'ouvre une très grande vallée. Ensuite, vous redescendez et vous allez partir visiter par des canaux en bateau. Des bateaux avec des femmes qui vont ramer. Je n'ai jamais vu de garçons. Ce sont des femmes qui rament. Et alors, elles peuvent ramer avec les pieds. Donc, ça fait qu'elles se mettent d'une position semi-inclinée et elles poussent les rames et elles les ramènent avec les pieds. Bon, elles ont le coup pour faire ça. Moi, j'ai essayé. J'ai arrêté, je failli me prendre les rames dans la figure. Et ça les a fait rire, bien entendu. Parce que si vous ramez avec les mains, c'est lourd. Hein. C'est pas des barques, c'est pas des petites périssoires qui filent dans l'eau. C'est plutôt large. Enfin, bon, voilà. C'est ventru. Plus avec des gens chargés. Voilà, vous faites les épaules. Hein. Les épaules et le dos. Bon, après, ça vous fait aussi la petite séance de muscu. Ça peut avoir du bon. Et cette baie d'Along terrestre, ce Oahu, a la particularité que le fleuve, on va dire, c'est un cours d'eau, l'étendue d'eau, franchit des grottes, donc passer sur des grottes, dans des grottes, pardon, et vous avez l'eau touche les bords, quoi. Hein, il y a pas de terre, rien du tout. Et quand vous sortez de la grotte, hop, vous avez une autre vallée qui s'ouvre avec des rizières, tout ça. Et là, il n'y a pas de route. Là, c'est magique ça. Et puis ainsi de suite. Voilà. Et au Laos, il y avait les mêmes trucs, on devait les faire. Et puis bon, à l'époque, hein, vous savez, pour chercher des informations, c'était compliqué, on n'a pas trouvé. Enfin, si, à la fin, on avait trouvé, mais on ne pouvait pas y aller parce que les eaux avaient monté et parce que c'était beaucoup plus compliqué. Et les deuxième et troisième grottes n'étaient pas touristiques du tout, et les gens, il n'y avait pas de touristes qui allaient là-bas, mais on n'a pas pu y aller parce que, voilà, cru, et on ne pouvait pas passer. Voilà, il aurait fallu attendre trop longtemps, on ne pouvait pas. Et donc, je reviens sur Oahu au Vietnam. Retour, sympa, nourriture sur place. Alors, ça commençait déjà à être touristique, mais en fait, ça restait acceptable. C'est-à-dire des gens qui n'hésitaient pas à se frapper du voyage dans des conditions un petit peu
compliqué. Voilà, il fallait se débrouiller. Bon, maintenant, ça doit être, c'est le parc d'attraction. Voilà, c'est pour ça. Bon, si vous l'avez pas fait, allez-y. Mais bon, pour ceux qui l'ont fait, c'est sûr que bon, on n'a pas envie d'y retourner pour ça. Donc retour sur Hanoï. Et puis on met sur place un voyage sur un deuxième passage à la baie d'Along parce qu'on voulait y rester plus longtemps. On voulait passer la nuit dans la baie d'Along. On voulait monter sur les plaines de sucre. Along, ça veut dire là où le dragon s'en va dans la mer, puisque pour eux, c'est des pitons karstiques qui sont les contreforts himalayens et donc qui vont mourir dans la mer. Enfin, c'est plutôt l'eau quand elle a monté qui a fait qu'elle a envahi les vallées et il ne reste que les sommets. Il y en a un paquet, hein, je ne sais plus combien, mais au moins 3000. Et donc on veut aller revisiter plus en détail. On avait trouvé que ça avait été un peu trop vite fait la première fois. On voulait prendre des photos parce qu'il y avait une île avec des pagodes quand le soleil se couchait, enfin tout ça. Hein, on avait tout notre petit plan. Et nous voilà partis. Malheureusement, on ne peut pas voir la jolie petite fille de la première fois parce que il y avait plus de bacs. Les rivières étaient franchissables avec des ponts. Et donc voilà, on n'a pas pu s'arrêter puisqu'on était dans un minibus et c'était en commun. Et quand on est arrivé là-bas à comment ça s'appelle dans la baie d'Along, eh bien on rencontre le restaurateur dont la sœur avait été la traductrice de Catherine Deneuve, donc ils étaient contents de nous revoir. On ne pensait pas qu'on allait revenir. Et on prend ses conseils pour louer un bateau pour nous, tout seul. On lui explique ce qu'on veut faire, on veut aller voir les pêcheurs, on veut discuter avec, on veut leur acheter du poisson, manger du poisson sur les bateaux, aller escalader les pitons, puis redescendre, dormir sur le bateau. Bon, donc voilà, on a trouvé le pêcheur idoine. Enfin, et il y avait quelque chose qui nous a déçus, c'est que la première année, la baie d'Along, c'était magique, c'était des voiles avec façon Chine du Moyen Âge, et puis là, d'un seul coup, il n'y avait plus de voiles. Il restait plus que 2 voiliers qui étaient là pour les touristes. Tout le monde avait coupé ses voiles et tout le monde avait mis des moteurs, donc fumée et bruit. Et là, ça perd, on va dire, 50% de son charme. Parce que le silence, les choses qui se meuvent dans le silence, c'est quelque chose de fabuleux quand même. Il y a une harmonie avec la planète. Et nous voilà partis, voguant sur la mer de Chine, et on fait ce on avait prévu. On a arrêté les pêcheurs, on leur a acheté des crevettes, enfin des crevettes, c'est pas de petites crevettes, hein, c'est des gros trucs là, et des gambas, et puis du poisson. Alors ils ont un vivier, alors, quand ils attrapent le poisson, ils le mettent dans un vivier. Le vivier, c'est une caisse qui est immergée, donc le poisson est vraiment frais, quoi. Hein. C'est très bien. Bon, ils nous ont préparé ça. Pendant ce temps, on est allé faire notre petite escalade sur un piton, et puis redescendu, passer la nuit. Retour sur Along, et on avait rendez-vous le lendemain avec une personne que nous avait trouvée la femme de l'hôtelier d'Hanoï. On leur avait dit, voilà, on voudrait aller visiter la RC4. Alors là, la RC4, c'est un gros morceau. Hein. C'est la route coloniale 4 qui part de la baie d'Along et qui longe toute la frontière chinoise jusqu'à Caoban. Et elle nous avait dit, qu'est-ce que vous préférez? Quand je dis, on veut une guide, une traductrice. Enfin, c'est pas une guide, on s'en fout parce que il y a plein de choses qu'elle connaît pas. Nous, on veut une traductrice, un chauffeur, et la traductrice, on préfère que ce soit une femme parce que elles sont plus à l'aise pour parler, ça capte mieux, puis l'accent, c'est plus compréhensible. Bon. Et elle nous a trouvé ça, mais on ne savait pas qui c'était.
et on se met à l'attendre, rendez-vous vers les midi dans un café. Entre-temps, on est cherché comme des fous de la lotion anti-moustique qu'on avait oubliée. Mais comment dire lotion anti-moustique en vietnamien, ben on ne savait pas. Donc j'ai fait le moustique, le collègue a fait la victime. Ça a été l'hilarité générale. Ils ont appelé tout le quartier parce que les distractions étaient rares. Et il faut savoir que quand il y avait la télé, il y avait 600 personnes qui la regardaient. Voilà, on mettait une télé dans un garage et les gens venaient s'agglutiner, regarder la télé. C'était ça. Donc une fois ils ont bien ri, ils nous ont trouvé la lotion. Bon, pour les lotions anti-moustiques, je refais une parenthèse pour la pharmacie. La meilleure chose, c'est l'huile essentielle de citronnelle. Voilà, j'ai testé partout sur tous les continents. Il y a des produits vendus en pharmacie. Il y en a un qui est très très efficace. Il a une partie, il y a la même marque. Il y en a un qui est spécial pour le corps et l'autre pour les vêtements. Alors pour les vêtements, les moustiques, c'est sûr, ils s'approchent plus, mais alors ça sent le fork, hein. Ça sent très mauvais, c'est horrible. Et ça part pas en plus au lavage. Et donc vous pouvez aller nulle part avec ça, quoi. L'impression que vous avez, voilà, que vous avez la diarrhée, que vous avez fait sur vous, quoi, hein. Donc voilà. Et l'autre, la même marque, mais pour le corps, donc il sent pas comme ça, mais si vous le mettez souvent, il y a quand même beaucoup de produits très mauvais. D'ailleurs, vous le voyez, si vous mettez sur du nylon fin, le nylon il commence à prendre une teinte ou une allure bizarre, donc sur votre peau, voilà. Donc la citronnelle, c'est top en préventif et en curatif, parce que si vous en mettez une goutte pure sur la cloque que vous a fait le moustique et vous frictionnez très très fort jusqu'à l'échauffement, vous allez détruire le liquide anticoagulant qu'injecte la femelle du moustique pour pouvoir pomper le sang tranquillement. Et en fait, c'est ça qui vous gratte après. Voilà. Donc, bon, moi, je fais autre chose. Je ne conseille pas. Je prends une épingle, je gratte jusqu'au sang, je mets de l'alcool. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus de démangeaison. Ça fait sortir le liquide, voilà, tout simplement. Mais bon, je ne conseille pas parce que si vous avez ça sur les jambes, voilà, je pense à la jambe féminine, j'aime pas trop, mais bon, les femmes sont quand même une cible pour les moustiques, elles ont la peau plus fine, surtout si elles mangent du sucre, elles sont attirées par les gens qui mangent du sucre, et vous pouvez vous retrouver avec 30, 40, 50 piqûres boursouflées. Voilà, donc avec cette lotion, enfin pas avec cette lotion, avec l'huile essentielle de citronnelle, c'est top. Donc voilà, on attend, on revient avec notre achat et puis on se retrouve dans je sais pas, plutôt un café. On prend un café là et puis on attend. Et puis on se disait, parce qu'il y a des Vietnamiennes qui sont très 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 jolies, elles sont très gracieuses et on se disait, ça va être sympa, on va avoir quelqu'un, tout ça comme ça, on va pouvoir converser agréablement, la compagnie va être très plaisante. Et puis il nous arrive quelque chose, on s'est dit non, c'est pas mon poteau, j'ai dit non, c'est pas. Et lui il dit non, c'est peut-être quelqu'un qui rentre dans le truc, mais s'est trompé, et puis bon, et elle voit deux blancs, hein, et puis elle vient vers nous. Ah, j'ai dit aïe aïe aïe, et ben et oui, oui, c'était elle. Bon, après, elle parlait bien français, elle était très professionnelle, tout ça. Bon, elle était sur ses gardes aussi, sur ses réserves. Puis après, bon, au fil du voyage, elle s'est décontractée, c'est mieux allé, quoi. Elle a vu qu'on était des braves garçons, qu'on n'allait pas la violenter en s'arrêtant. Enfin, en plus, c'est pas nous qui conduisions, mais bon. Voilà. Alors, pareil, toujours pareil, c'est la même Jeep russe qui nous conduit, et puis nous voilà partis en direction de Langsong. Alors, Langsong, cet hôtel, c'est un hôtel-restaurant chinois. Alors, on a dû aller faire nos courses au marché pour qu'ils nous fassent à manger. La cuisine, l'eau des toilettes, passée au milieu de la cuisine, enfin, c'est un truc de fou. Et les chambres, c'était Ushuaïa, quoi. C'était aventure pour l'extrême là, à l'époque qui passait à la télé. Euh, L'eau tombait du plafond dans la salle de bain parce qu'il y avait une fuite d'eau, c'était une cascade. On a dormi la nuit avec le bruit de la cascade. Voilà. Et ce qui a fait dire aux collègues le matin, bon, il faut que je regarde partout parce que j'oublie rien parce que je suis sûr de pas revenir, quoi. Voilà. Et puis donc voilà, Langsong a oublié et commence l'aventure de la RC4. Et la RC4 est quelque chose d'historique parce que ce qui s'est passé là, en termes de bataille, a été en laps de temps très court, on va dire une grosse semaine,
a fait quasiment plus de morts qu'à Dien Bien Phu. On pense, enfin, d'après les statistiques, au minimum, il y a 6000 morts côté français. Et on n'a pas dénombré, parce que l'armée française avait des supplétifs, avait des partisans, avait des tribus amies. Et ça rentrait pas vraiment. Alors il y en a quelques-uns, oui, qui étaient équipés, rentraient un peu dans les effectifs parce qu'ils étaient payés avec des piastres. Mais après, les tribus amies étaient payées avec du sel pendant la guerre d'Indochine. Alors, on ne savait pas exactement combien ils étaient, etc. Mais on pense que voilà, on peut chiffrer à 10 000 morts disparus. Cette bataille tragique. Alors, côté vietnamien, on ne sait pas, parce que les Vietnamiens ne disaient pas de chiffres, mais d'après ce que l'on peut savoir par rapport à toutes les attaques qu'il y a eu durant toute la guerre du Vietnam, c'est qu'à chaque fois, les attaques étaient à 1 contre 10. Donc le rapport, pour tuer un soldat français, il fallait 10 Vietnamiens. Donc vous pouvez faire peut-être x10 sur ces ratios. Et tout le monde, regardez, essayez de voir d'autres vidéos, d'autres documentaires sur la guerre d'Indochine où disaient on tirait, ils venaient comme des fourmis, et les types après étaient submergés, ils n'avaient plus assez de munitions. C'est-à-dire qu'ils lançaient des troupes qui étaient supérieures aux réserves de munitions, quoi. Pas des garnisons, mais des soldats, des groupes de Français. Alors les Français, bon, le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, c'est EFEO, était très hétéroclite. Il y avait peut-être une quinzaine, voire plus de nationalités. Il y avait des Marocains, il y avait des Algériens, il y avait des Tunisiens, il y avait des Allemands, notamment dans la Légion. Il y avait des Espagnols, enfin voilà, c'était très hétéroclite. Bon, tout le monde parlait français, c'était le lien. Donc voilà pour planter le décor en général. Et alors je vais essayer de faire en même temps l'histoire et en même temps le parcours. Donc Lang Song c'est une ville qui avait été perdue par une attaque chinoise à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui fait tomber le cabinet de Jules Ferry. Donc c'est fin 19e siècle. Donc voilà, c'est une révolution à Paris, qu'est-ce que c'est, tout ça, etc. Bon, la France, après, a envoyé des troupes, a repris la ville. Et puis de nouveau, elle est retombée aux mains des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, récupérée après la libération de la France, lorsque Leclerc s'en va avec des troupes là-bas. Et puis bon, vous savez que Leclerc, en fait, plus si je l'ai dit dans le premier tome, mais avait dit il fallait négocier. Il n'a pas été écouté. Parce que lui, il avait survolé l'Indochine, il avait vu le relief, il a dit voilà, c'est galère. Et on l'a pas écouté, et il est mort dans un accident d'avion. Enfin, on l'a pas écouté. S'il avait été vivant, on l'aurait écouté. Il est mort dans un accident d'avion en Afrique du Nord. Et tout porte à croire que cet accident d'avion n'était pas vraiment un accident. Voilà. En tout cas, il a été repris son successeur d'Argent-Lieu n'a pas voulu, enfin voilà, ils se sont pas entendus avec les Vietnamiens, au départ, les Vietnamiens faisaient un co-gouvernement et acceptaient de faire la police dans la rue pour arrêter les voleurs, tout ça, ils faisaient des patrouilles communes avec les Français. Bon, après, voilà, la séparation, et puis la guérilla a commencé, et donc nous revoilà sur Lang Son, le commandant de la base, qui était un colonel, il s'appelait Constant, reçoit les ordres de la part du général Carpentier, qui était s'il y avait un gouverneur civil et un gouverneur militaire. Et ils prennent la décision d'évacuer Cao Bang. Cao Bang est au bout de la RC4, en direction du nord. Et le colonel Charton, qui était sur le poste de Cao Bang, qui était un dieu de la Légion étrangère, a dit mais c'est un scandale, moi je tiens la place, enfin voilà, la zone est sécurisée, mais c'est quoi ce truc et tout. Non, les ordres c'est les ordres, vous évacuez en cas d'attaque Viet-Minh, on ne veut pas avoir à laisser une place forte comme ça entre leurs mains, et etc. Et bon, lui en plus il avait sécurisé un périmètre assez large autour de Cao Bang. Il y avait beaucoup de civils qui étaient dans cette ville. Bon. Il dit, ouais, mais alors pourquoi je partirais pas par la RC3? Cette route est plus directe qui va à Hanoï.
non, 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 c'est par la RC4 que vous devrez partir, machin, etc. Et puis, de toute façon, on vous enverra des renforts qui vous attendront à Donké. Donké ou par là-bas. Le problème, c'est que Donké, c'était les Viet Minh qui avaient pris la ville. Alors, il se voit obligé lorsque on va dire l'état-major français décide. Alors, on est en 1949. En 1949, la Chine a repris, on va dire Mao, la Chine communiste, a repris ma mise sur la Chine continentale. Il ne reste plus des nationalistes, ils sont tous à Taïwan. Ouais, c'est encore d'actualité, Taïwan. Et donc la frontière, le Viet Minh, qui avant étaient des petites bandes de partisans résistants, maintenant sont équipés, armés, entraînés par l'armée chinoise avec du matériel nouveau. Ils refont des villages comme au Vietnam, et ils refont des postes français à l'identique pour pouvoir mener des attaques, qui s'entraînent, tout ça, etc. Donc c'est plus pareil. Et cette route RC4 est complètement attaquée en permanence parce que les gens qui portent les ravitaillements, il faut savoir que c'est enchâssé entre des montagnes de 2000 mètres. Et vous avez une route large comme une route normale, et puis c'est des parois de chaque côté. Donc les mecs se faisaient allumer, dézinguer. En plus la route elle monte, elle descend, il y a des virages, donc c'était un baltrap quoi pour le Viet Minh sur les Français. Alors des fois, il y a des convois qui passaient sans encombre, puis d'autres qui se faisaient zigouiller, tout le monde était mort, tout le monde était éventré. Alors il faut savoir que là, pareil, hein, les femmes des Viet Minh, elles achevaient des blessés. Là, qui a échappé, il y avait peu qui pouvaient raconter, hein, tout le monde était tué. Par la suite, donc voilà, ils décident, donc les ordres sont donnés, Charton s'en va de Carouban, accompagné de au moins 500 civils. On lui dit de brûler, pardon, les munitions, de faire exploser les canons. Bon, il en récupère quand même 2, il prend un peu plus de munitions que ce qu'on lui avait dit de prendre, parce qu'on lui disait non, vous partez en allégé, sans civil, sans rien du tout. Bon. Et l'état-major, comme je vous disais, le 25 mai, il réagit à la prise de Donké par le Viet Minh. Donc le 27, il y a un largage de parachutistes, et les paras reprennent Donké aux Vietnamiens. Voilà. Ça c'est 5-6 mois avant les ordres. Ensuite, le colonel Constant, qui coordonnait la zone, a envoyé des ordres, comme je vous disais, à Charton. Mais le 18 septembre, le Viet Minh reprend Donké. Donc ils envoient des paras sur Tat Khe. Tat Khe pour pouvoir essayer de reprendre Donké. Pendant ce temps, Charton commence à sentir le roussi, donc ils reçoivent des ordres, enfin lui je sais plus qui, si c'est lui qui décide, ils prennent une piste, mais personne connaissait cette piste à travers la montagne. Enfin, de toute façon, elle avait sûrement existé, mais bon, les cartes étaient étaient pas très très bonnes, et puis la piste, la végétation avait fait son travail, et donc il fallait la tailler à travers le truc. Donc ils avaient des blessés, les blessés étaient là, et ben ils ont laissé sur place, hein. Comme disent les anciens, vous pouvez retrouver des témoignages sur des vidéos. Ils disaient le regard que laissent ces hommes au moment où on les abandonne, on ne peut jamais l'oublier, quoi. Voilà, parce que le blessé, il sait qu'il va mourir dans la nuit. Parce que même il pouvait vivre plusieurs jours, il va être dévoré par les fauves. Et s'il n'est pas dévoré par les fauves, ça sera le Viet Minh qui va se charger de lui. Voilà, donc il a aucune chance. Voilà, il sait qu'il va mourir et il sait comment il va mourir. Ouais, c'est quelque chose d'hallucinant, quoi. Alors après, les types, qu'est-ce qu'ils font là, qui sont obligés de partir? Ben, ils se saoulent, ils boivent de l'alcool, ils boivent des trucs, voilà, ils essayent d'oublier ça, quoi. Voilà, ça rend jobard des trucs comme ça. Et les gens qui sont envoyés là-bas pour essayer sur l'objectif Tatke, il y a une tentative de reprise de Donké par le premier BEP. Premier BEP, ça veut dire c'est un peloton d'élèves gradés de la Légion étrangère. Et là, on parle de l'élite et de l'élite de l'élite. Et donc, le nom de la personne qui était commandant, c'était Segretin, il s'appelait. Et il y a, à partir du 2 octobre, commandant Lepage, qui coordonne, enfin, qui est, si vous voulez, sur le terrain, hein. Lui, il est sur le terrain, Constant est à Alençon, Lepage est sur le terrain, il doit aller à la rencontre de Charton. Voilà. Mais bon, voilà, Charton, lui, il avait quitté
il a quitté Caoban le 3. Mais voilà, ça se passe pas comme je viens de le dire, donc il est obligé de prendre une piste et ça se passe très mal. Et pendant ce temps, sur place, entre Donquet et Taquet, ça dérouille. Et il y a un endroit qui s'appelle Coxa. Alors Coxa, c'est une cuvette et on se retrouve au 6 octobre. Et ils essayent de sortir de la nasse parce que les gens n'arrivent plus ni à avancer ni reculer, de percer sur le côté ouest, donc c'est-à-dire à l'opposé de la Chine, pour sortir, mais c'est vraiment une cuvette très escarpée avec des falaises. Et donc là, les pertes sont immenses. Les types essayent de monter avec des grappins, des ficelles. Tous les Viettes ont des lignes de mitrailleuses sur les pitons, ils les dézinguent comme un tir à la foire, quoi. Voilà. Mais quand même, il y a une percée qui réussit, mais au prix de pertes énormes. Ils arrivent sur les hauteurs. Il faut savoir que dans les assauts, le Viet Minh avait mis 15 bataillons. C'est énorme, énorme. Le nombre de personnes qu'ils ont mis, c'est énorme. Le 8-10, il y a des paras qui sautent sur Tatke de nouveau. Et puis le 9, on peut commencer à rapatrier des rescapés avec des avions. Donc les premiers qui partent sont les blessés, mais les autres doivent partir à pied. Seulement, les pluies ont été diluviennes et les rivières à franchir sont en crue et ils ne peuvent pas les franchir. Et ils ont les Viettes au cul. Et là, il faut un carton, les Viettes. Ils ont décimé des unités entières. Voilà. Et finalement, il y a quand même quelques rescapés qui atteignent Lançon. Et le colonel Constant panique et évacue Lançon. Alors que le Viet Minh, il était à des kilomètres ils ont envahi Lançon peut-être un mois après. Alors que là, c'était passé. Ils ont tout laissé. Ils ont laissé les explosifs, ils ont laissé les munitions. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, on va dire que l'histoire, on ne retient pas le nom de ce personnage. Et ce qui s'est passé à la suite de cette catastrophe, ça, c'est une nouvelle qui a stupéfié le monde. Ça a été un événement mondial, hein, on l'oublie. Il y a un rapport à l'Assemblée nationale, une minute de silence, et ils font le bilan. Indiscrétion française, selon le Robert Wibot, alors Wibot avec un Y, et qui était le directeur de la DST à l'époque. Et lui, il a dit que l'objectif, alors les indiscrétions françaises, les fuites françaises sur ce type d'évacuation ont été sciemment orchestrées pour faire tomber le cabinet du président du Conseil qui s'appelait Cueil à l'époque, pour pouvoir porter Mendès France au pouvoir. Voilà, ça sont les dires du directeur de la direction de surveillance du territoire, c'est-à-dire le contre-espionnage français. Voilà. C'est pas pareil que le service d'espionnage extérieur qui était attribué au SDCE, le SDEC. Voilà. Et donc, à la suite de ça, le gouvernement français dit bon, il faut envoyer du lourd, on arrête les généraux, parce que le général principal c'était Carpentier, bon voilà, on va voir qui on peut mettre. Alors, il contacte Juin. Maréchal Juin ne veut pas y aller parce que bon, il a dit moi j'ai tout à y perdre, c'est le bordel là-bas. Koenig dit pareil. Et Delattre accepte. Delattre accepte pourquoi? Parce que il se voit une carrière politique. Et il va voir De Gaulle, il lui dit qu'est-ce que vous en pensez, etc. De Gaulle n'est plus aux affaires. 49, 50. Donc il va revenir que 8 ans plus tard. Et Magnanime lui dit mais allez-y. Et alors, et puis il fait dire, lui ou son entourage, je sais pas, il se dit ouais, je vais avoir une carrière à la Napoléon. Quand il est parti en Égypte, et puis il revient, voilà, il triomphe. C'était un peu ça son idée. Hein. Et on l'appelait le roi Jean, le maréchal de feu. Parce que quand même, c'est une personne qui avait gagné la bataille du Rhin-Danube, et c'est le seul général français à avoir commandé des très grandes unités américaines. Voilà. Donc les autres, non. Mais lui, oui, ça a été le seul. Les Américains lui ont confié peut-être deux, je sais pas combien, enfin des divisions américaines. Et le voilà qui débarque à Saigon, Delattre, et il impressionne. Et il commence à voir la revue de troupes et il la trouve très négligée.
Il renvoie Dérochef, il fait convoquer le gradé qui avait fait faire comment ça s'appelle ça, les honneurs, là, tout ça, le maniement d'armes. Il le renvoie, il lui dit Monsieur le bateau. Ça a été sa phrase très, très, très employée et très célèbre. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui allait pas, il virait tout le monde. Il a viré un paquet de monde. Lui, il est arrivé avec son état-major et il a convoqué beaucoup de troupes. Les soldats l'adoraient, hein. Il a dit Messieurs, à partir de maintenant, vous allez être commandés. La France qui n'arrivait pas à choper le Viet Minh, qui prenait tôle sur tôle, avec lui, en l'espace de un an, elle fait 5 victoires quand même. Donc lui, il était déjà maréchal, mais bon, il prouve que, ouais, parce que pour être maréchal, il faut avoir gagné des victoires. Général, c'est quelqu'un qui, bon, il est au plus haut grade, général, mais il n'a pas gagné de bataille. Voilà, il n'a pas gagné de bataille, je fais un pléonasme, il a gagné des victoires. Non, il n'a pas gagné de bataille. Et maréchal, c'est un titre honorifique. Lorsque vous avez gagné des batailles, vous devenez maréchal. Et il gagne 5 batailles, celle de Vignane, celle de Donctrieux, celle de Ninh Binh, la bataille du Dé, et celle de Maoké. Maoké venant en 3e position. Malheureusement, dans la bataille du Dé, il perd, je crois que c'est à celle-là, il perd son fils, qui est mort sur un piton. Et quelque temps après, ben, il fait un cancer, il est obligé de partir. Et bon, après, de fil en aiguille, voilà, ça se délite, quoi. Il a fait un coup de poker sur, je crois que c'est sur Vignane. Il dégarnit tout le delta et il envoie toutes les troupes dans le nord parce qu'il avait réussi à localiser, c'était le principal souci du corps expéditionnaire français, de localiser le Viet Minh. Il avait réussi à le localiser et là, il a mis le paquet, quoi. Et même s'ils avaient poussé, alors je sais pas pour quelle raison ça s'est arrêté, mais en fait, s'ils poussaient un peu plus, là, ils capturaient Ougiac ou comment il s'appelle, Ho Chi Minh. Et là, je pense qu'ils pouvaient même clôturer la guerre du Vietnam à ce moment-là. Donc voilà, bon, les circonstances de l'histoire, alors je me rappelle plus les raisons, il faudrait que je relise les ouvrages dessus, mais en fait, bon, voilà, ça peut se retrouver, ces types de batailles, et le comment du pourquoi cela s'est passé, comment ça s'est passé, etc., etc. Bon voilà, nous partons donc de Lançon, on arrive à Tatke, les gens là, il n'y a pas de touristes là, hein, on avait croisé un, un Australien qui montait qui était en vélo sur ces routes défoncées où il n'y avait pas de goudron, que des pierres. Il avait 2 sacoches devant, 2 sacoches derrière. Je ne sais pas s'il est arrivé à Carouban. Bon, on y avait donné de l'eau. Ce taquet, j'ai le souvenir d'un étal de boucher là, qui est en train de couper ses morceaux de viande avec les grosses haches, qui nous fait la gueule parce qu'on n'y achète rien. On poursuit donc Donkey, pareil, bon, pas émerveillé. Et puis après, là commence la partie là, vraiment impressionnante. Et c'est joli, on rencontre des ethnies, les Nung, des femmes au visage très fin. Et puis la route commence un petit peu à s'élargir. Toujours pareil, des rizières avec ces grandes roues à aubes qui puisent l'eau dans les petits canaux ou les petits bras de rivière pour pouvoir monter l'eau au niveau de la rizière à travers qui va déverser cette eau sur des canaux en bambou et l'eau va s'écouler, se répartir. Voilà, c'est ingénieux, c'est bien fait, c'est en harmonie, toujours pareil, le paysage. Je crois que voilà, ce pays est l'équivalent en vocabulaire du mot harmonie. Voilà, c'est par moment on flotte. Et maintenant, je sais pas, mais il y avait vraiment quelque chose, on remontait dans le temps, hein. C'était assez incroyable, quoi. Puis alors, c'est pas qu'une sensation fugace d'une seconde, hein. C'est des sensations qui durent des heures, quoi, hein. Donc, vous êtes au cinéma et vous rentrez dans le décor. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, la route est sympa, enfin, elle devient un peu plus abordable. Et on revient sur notre fameux Kaoban que nous connaissions donc. Bon là, il n'y avait rien qui avait changé. Toujours peu de lumière, toujours l'impression d'avoir été bombardé. Je ne me souviens pas ni de l'hôtel, ni de la nourriture, voilà, ça m'a pas frappé, ça ne va pas être exceptionnel. Et on repart sur Hanoï via le lac Babé qu'on avait fait la première fois. Et là, on remet
les photos que l'on avait prises, alors ils sont contents, surtout la bonne femme. Bon, on allait récupérer, pareil, un poulet, toujours pareil, faire la cuisine, et le lac Babé, les gens sont contents, mais bon, on sent que déjà il y a du tourisme, il y a du sac plastique, voilà, mais pas trop quand même, hein, pas trop. Par contre, la troisième fois, ça avait été pire. Mais bon, ça reste bien, ça reste bien. Le contact est chaleureux. Le collègue offre un petit cadeau aux enfants, voilà, c'était sympa. Et donc après, voilà, retour sur Hanoï, K1, avec notre Jeep qui tombe plus ou moins en panne, enfin bon. Et bon, on s'en sort, et on arrive sur Hanoï, on fait un dernier tour de piste pour quelques achats, toujours pareil, de la soie sauvage, des trucs comme ça. Mais voilà, j'ai dit une combine, parce que bon, je pense pas que j'y retournerai. Si vous prenez, avant de partir en voyage, vous prenez contact avec des gens qui sont tailleurs, qui confectionnent des vêtements, etc., etc. Et vous pouvez traiter avec lui sur de la soie. Et il vous passe une commande et vous lui ramenez un rouleau de soie. Et selon la soie que c'est, bon, comme soie sauvage, vous n'allez pas en trouver sur le marché français, vous pouvez vous mettre à l'aise avec votre voyage. Ça peut vous rembourser une bonne partie du voyage. Voilà. Voilà une petite combine que je dis. J'en dirai pas trop parce que voilà. Et de toute façon, là, c'est pas illégal comme commerce, hein. C'est pas des produits, des substances interdites, etc., etc. Voilà. Et puis ça prend pas de poids, hein. Ça prend pas de place, ça prend pas de poids. Puis par la suite, on avait prévu on faisait souvent ça. C'est-à-dire qu'on faisait des parties voyage, des parties aventure et des parties relax. La troisième semaine, elle a été consacrée au relax en Thaïlande, parce que bon, ben, c'est facile. Il y a toutes les commodités, c'était pas cher, je sais pas maintenant. Tout est facile. C'est les hôtels sont magnifiques. La nourriture, attention, la nourriture vietnamienne est excellente. La nourriture thaïlandaise est pas mal non plus. Voilà, donc ça permet quand vous savez que vous allez passer des endroits où vous savez pas si vous allez dormir de la nuit, si vous avez pas, enfin voilà, des trucs un peu galères, tout ça. Vous dites non, mais après c'est bon. Il faut pas faire l'inverse, hein. Pas dire oh non, je vais passer une semaine farniente et puis après je vais aller me bazarder non, jamais. Dans ce sens-là, ça marche jamais. C'est des disputes si vous partez en couple, si vous partez à plusieurs avec des collègues, enfin ou des amis que vous connaissez, que l'un a été rajouté parce que c'est un ami de l'ami, voilà, ça peut créer des tensions. Voilà. Commencez toujours, hein, c'est mon avis et de mon expérience, commencez toujours par le plus dur. Voilà pour le Vietnam partie 2. Je jette un œil sur ce que j'aurais pu oublier. Ah oui, dernier truc, alors l'histoire du dentiste à Kaohsiung. Alors, le dentiste, on a pris en photo, on l'a envoyé à un ami qui était de la même profession. Il n'y avait pas d'électricité, donc c'est quelqu'un qui pédalait sur un vélo. Le vélo, la roue, il n'y a pas le pneu, donc c'est un câble qui est enroulé autour de cette roue arrière du pneu. Le câble s'en va par un système de poulie dans un bras mécanique et là, ça fait office de fraise. Voilà. Le type, s'il veut accélérer, il passe une ou deux vitesses. Mais il faut avoir des capacités de patient que ces populations ont. Je me suis rendu compte quand même au cours de voyages précédents et futurs que les gens qui sont dans des sociétés basiques, primaires, sont très résistants à la douleur par rapport aux personnes qui vivent dans des climats tempérés, dans des sociétés modernes. Voilà. C'est pas les mêmes sensations. Ils ont mal, ils souffrent, mais pas pareil. Voilà. Leur degré d'acceptabilité
est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que nous. Pour après, pour refermer la parenthèse du dentiste, n'hésitez pas à partager, à liker et puis à dire dans les commentaires des choses qui vous semblent compliquées ou s'il y a besoin d'éclaircissement sur un dernier point, parce qu'il va y avoir une partie 3. Et bon, de toute façon, même si je sors du Vietnam et que je refais, puisque je vais avoir d'autres pays à la suite, ça ne sera pas impossible que je revienne en disant, voilà, parenthèse par rapport à un oubli ou par rapport à une remarque qui avait été faite lors d'une précédente vidéo, etc., etc. Voilà. Donc, allez-y, ne vous gênez pas. Merci de votre écoute et à bientôt.